DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell et dans cette émission Parcours où j'ai le plaisir de recevoir Grégory Rouka. Grégory, bonjour. Bonsoir Lionel. Voilà, bonsoir, bonjour, peu importe, nous sommes sur ce magnifique plateau. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Grégory, dans cette émission, c'est le principe, on va évidemment parler de ton parcours, mais aussi de tes enjeux, de ta vision, de l'évolution de ton métier. Alors c'est pour évidemment mieux connaître ta fonction, ce que tu aimes dans ce métier, faire partager aussi cette passion, cette motivation pour ce métier. Alors d'abord, un mot sur ton entreprise et ta fonction actuelle. Donc tu es aujourd'hui, depuis pas si longtemps, on va y revenir, directeur Workplace Management chez LVMH. Mais alors que fait le directeur Workplace Management chez LVMH? Que fait le directeur aujourd'hui, LVMH Workplace Management, c'est une structure qui a été mise en place il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, très clairement, et qui est là pour venir en appui, en soutien de l'ensemble des maisons du groupe qui ont des besoins sur toute la gestion de leur FM, sur des sujets d'accompagnement travaux, de consulting ou autres. Moi, ça fait un petit peu plus de 11 ans maintenant que je travaille au sein du groupe LVMH. J'étais précédemment directeur des services généraux pour la holding du groupe. Et en fait, holding du groupe, forcément, on est un petit peu au cœur du groupe. On avait des contacts réguliers avec différentes maisons qui, de temps en temps, avaient besoin d'appui, de support ou d'accompagnement, en tout cas, sur le développement de nouvelles surfaces, la prise à bail de bureaux, la mise en place de services. Et donc, assez vite, je me suis aperçu qu'il y avait un besoin. C'est vrai qu'on parle souvent à travers ce groupe, c'est 75 maisons dans le monde, mais on parle souvent des grandes maisons que sont Louis Vuitton, Dior, Moët ou d'autres, effectivement très connues pour le consommateur. Mais derrière, toutes ces structures ont leur propre direction en interne. Alors, soit elles peuvent être intégrées à une direction immobilière, soit elles peuvent être affiliées à une direction RH ou autre. Voilà. Mais derrière, on a aussi beaucoup de maisons qui n'ont pas forcément ces tailles-là, mais qui ont les mêmes besoins, les mêmes problématiques. Et donc l'objet, en fait, c'était de leur apporter un support. Cette idée, elle a germé quelque part en 2016. J'ai d'abord mis en place, avec mes équipes, une structure de type centre de services partagés, voilà, avec un catalogue assez large. CSP, là. Voilà, le fameux CSP. Et puis, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, sur une discussion avec ma direction, on s'est dit qu'il fallait que je fasse autre chose aussi. Et l'idée, en fait, a été de donner quelque part un statut à ce centre de services partagés et de mettre en lumière, en tout cas, en exergue ce que l'on pouvait faire, en tout cas pour les maisons. Voilà. Et depuis, effectivement, un petit peu plus d'1 an maintenant, je développe ce service pour les maisons du groupe. Tu te comportes presque comme un prestataire interne, quoi. Il faut que tu... Exactement. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Je vais chercher les maisons. Voilà, c'est une prestation aujourd'hui qui est mise à disposition des maisons, qui n'est pas forcément connue de toutes les maisons. Pas eu le temps de faire le tour de toutes. Il y en a un certain nombre. Au départ, le terrain de jeu était plutôt national. Aujourd'hui, il s'internationalise. On travaille déjà en Italie. On a d'autres sujets sur quelques pays frontaliers, on va dire, de la France. Mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que là où précédemment, je travaillais pour la holding, donc c'est plutôt une structure, on parle de chiffres, on parle de stratégie, voilà. Là, on est vraiment au cœur des métiers, au cœur des maisons. On voit les produits se développer. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les besoins, en tout cas, de ces maisons pour leur proposer derrière les meilleurs aménagements d'espaces de travail ou les meilleurs services, en tout cas, qui vont permettre aux gens qui participent au développement de ces maisons de se concentrer sur leur métier et de ne pas être focus sur ces petits irritants qui peuvent être là, présents dans la journée sur la gestion des bureaux. Et du coup, tu as un catalogue de services comme ça que tu leur proposes ou bien c'est vraiment au cas par cas en fonction des besoins qui sont exprimés? Alors, il y a un catalogue de base, ça c'est clair, qui quelque part peut être une première approche. Et puis après, souvent on va s'adapter.
Parce qu'aujourd'hui, c'est 75 maisons, mais c'est 6 branches avec des métiers totalement différents. On peut parler de mode et maroquinerie, de montres et joaillerie, et forcément, les besoins ne sont pas les mêmes. Les attentes, on peut avoir des contraintes sur les sites complètement différentes. Donc, on ne peut pas appliquer une recette type. Il faut forcément écouter le client, bien délimiter son périmètre, et puis après avancer avec lui pour lui proposer la meilleure offre. Alors j'imagine que tu as un rattachement hiérarchique interne. Quel est ton niveau d'autonomie ? Alors aujourd'hui, je suis rattaché à la direction générale, enfin, des affaires générales du groupe, okay. Et au conseiller du président. D'accord. Voilà, j'ai une autonomie assez forte quelque part. Même si effectivement je rendais compte. Mais aujourd'hui, mon objectif clair, il est de pouvoir donner un cadre à l'ensemble de ces structures, de ces maisons, pour pouvoir évoluer tranquillement. Voilà, pour pouvoir se développer tranquillement et d'être un support, un accompagnant en fait pour eux. Ouais. Alors, avant de parler de tes enjeux, c'est le principe même de l'émission, on va un peu parler de toi et de ton parcours. Alors, tu as suivi une formation d'ingénieur BTP à l'ESITC, c'était à Caen, oui. C'est ça, tu es devenu les Builders, et tu as fait tes premières armes chez les majors du BTP, les majors, plutôt sur des grands projets, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc un profil plutôt conception, construction. Qu'est-ce qui t'amène finalement vers l'exploitation, vers l'environnement de travail ? Un projet. Effectivement, une formation ingénieur bâtiment, plutôt dédiée sur la réhabilitation lourde, et des projets assez intéressants. Ouais. J'ai passé toute mon enfance au pied de la Défense, donc voilà, j'ai vu pousser la Défense, très clairement. C'est ce qui m'a orienté vers ce métier-là. Oui, ça t'a marqué ? Ah oui, c'est marquant. Enfin, d'abord, la construction, je pense que pour tout enfant, c'est quelque chose qui marque. Après, quand on voit un quartier tel que la Défense se développer, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'y ai passé 25 ans et en 25 ans, il s'est passé un certain nombre de choses, d'évolutions, qu'elles soient urbanistiques, qu'elles soient de construction, la construction de la Grande Arche de la Défense, du CNIT, des différentes tours. Voilà, tout ça, ça marque, forcément. Et donc, j'ai trouvé cette vocation, ce métier. Et puis, en travaillant effectivement pour le groupe SPI, j'étais appelé à réhabiliter un bâtiment historique dans Paris pour Sciences Po. Voilà, avec des contraintes de temps assez fortes. Avec une livraison clé en main, c'était les prémices de la conception-réalisation. Voilà, ce qu'aujourd'hui, beaucoup de structures vendent, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était assez novateur. Et puis derrière, en fait, Sciences Po me fait une proposition pour rentrer chez eux, au départ en tant que chargé de mission sur l'immobilier. Voilà. Et puis, assez rapidement, en fait, je découvre un nouveau métier, on appelait les services généraux à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et puis, après 8 ans passés à Sciences Po, quelque part, je me suis dit, voilà, c'est un métier qui est extrêmement riche, d'abord très diversifié, avec des relations complètement différentes dans la journée. On va parler avec les gens de la propreté, les gens de la maintenance. Comme j'avais un poste à responsabilité, ensuite je pouvais être en réunion de direction stratégie sur des développements de nouveaux campus ou autres. Ensuite faire de la négociation commerciale, financière ou autre. Voilà. Et, tu parlais de melting pot de relations, c'est ça, c'est vraiment ça ? Oui, c'est ça qui est très intéressant et enrichissant. C'est ça. Et puis c'est un métier où on n'est pas dans la routine, il y a toujours des choses assez extraordinaires à faire. Sciences Po, c'était un monde en plus très particulier. OK, université, pour moi, c'était un très grand centre d'attraction, quelque part, un parc d'attractions. On ouvrait à 7h30 le matin au public, pour une fermeture à 21h30 le soir. On avait un taux d'occupation des espaces à la fois d'enseignement, de réception et autres qui avoisinait les 90%. Et donc on ne pouvait pas avoir une problématique, un temps mort, puisque derrière c'était tout un emploi du temps qui pouvait tomber. Donc c'est une activité perpétuelle. Et effectivement, c'est ce côté un petit peu sympathique, cette adrénaline en fait qui m'a plu et qui m'a fait dire
je ne retournerai pas forcément dans le BTP, même si j'adorais ce métier, j'adore encore, mais j'ai découvert autre chose et j'y suis resté. S'adapter à des cultures aussi donc différentes, tu le disais, ce melting pot de relations, être un peu caméléon, ça fait partie des compétences importantes qu'il faut avoir pour exercer la fonction de directeur environnement de travail, workplace management, appelons-le comme on veut. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors il y a, pour moi, l'un des points majeurs, en tout cas dans ce métier, c'est d'avoir une forme d'intelligence sociale. Il faut absolument comprendre assez rapidement qui on a en face de soi d'abord, quelles sont ses attentes, savoir aussi se mettre au niveau de l'attente et de la personne qu'on a en face de soi. Parce que je le disais tout à l'heure, on peut avoir à un moment donné des discussions avec des gens qui ont quelque part les mains dans le cambouis toute la journée, et puis après avoir une réunion sur une direction stratégique, financière, commerciale de l'entreprise. Voilà. Et puis il faut savoir passer de l'un à l'autre de façon très rapide. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est cette intelligence de personnalité, comprendre qui on a en face de soi pour pouvoir ensuite donner la meilleure réponse. Tu disais aussi qu'il faut avoir un bon sens de l'objectif aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? En fait, c'est un métier où tout va très vite. On nous appelle souvent, alors oui, on peut nous appeler en amont pour certains projets, mais souvent on peut aussi nous appeler parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'instant T et il faut résoudre le problème le plus rapidement possible. Et donc avoir ce sens de l'objectif, c'est savoir effectivement assez rapidement comment on doit aller sur ce point-là, comment est-ce que l'on va aussi devoir opérer cette action pour aller jusqu'à ce point-là. Et ce sens de l'objectif, il est là, savoir comment je vais y aller, comment je vais apporter une réponse et surtout quels outils je vais mettre en place. Parce que je le disais tout à l'heure, là aujourd'hui pour le groupe LVMH et pour les maisons, quand je vais travailler aujourd'hui pour une maison de haute joaillerie, je ne vais pas mettre les mêmes périmètres, les mêmes actions que quand je vais travailler sur un site de production ou sur une boutique pour des vins et spiritueux. Donc l'air de rien, derrière cette fonction, il y a quand même pas mal de process quand même à mettre en place et bien suivre quand même ces process finalement, quelle que soit la situation. Ouais. Oui. Tu parlais de résilience aussi. Pourquoi ? Tu disais, je l'ai souvent entendu, c'est une profession aussi où on peut avoir beaucoup de pression dès que quelque chose ne fonctionne pas. Et on parle de nous à ce moment-là. Ça, c'est vrai qu'on devient particulièrement visible. Résilience, ça veut dire bien savoir résister aussi à cette pression-là, quoi. Oui, je pense. Oui. C'est vrai que c'est une profession qui est très particulière. On est là pour apporter du service, on est là pour faire tourner quelque part, enfin faire tourner une entreprise, mais plutôt sur la partie backstage. Très souvent, les gens n'ont pas cette impression-là. Il y a peu de temps, je faisais une présentation du métier à des collégiens et des lycéens. Et je leur demandais quelle était la première chose qu'ils voyaient quand ils arrivaient en fait au collège. Et c'est vrai que on parle des professeurs, on parle des surveillants ou autres, mais ils ne se rendent pas compte en fait que quand ils arrivent, en fait la classe elle est rangée, elle est propre, il y a de la lumière, il y a du chauffage. Alors on sait qu'il peut y avoir des problématiques parfois dans certains établissements de fonctionnement, mais en fait c'est toutes ces fonctions qui derrière vont faire tourner un bâtiment, une boutique, un centre de production. Et puis, quand ça ne marche pas, effectivement, tout de suite, on vient nous voir et il faut répondre à l'instant T, il faut que tout soit mis en action très rapidement. Et puis, il y a des moments, effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et donc, la pression peut être très forte. Ouais. Et si on panique, si d'un seul coup, on ne sait pas se poser, bien regarder quels sont les attendus, où est-ce qu'on doit aller, et là, il y a une question du sens de l'objectif aussi qui peut être très important. Et si on n'a pas de temps en temps cette possibilité de redescendre un peu le sujet de quelques niveaux de pression pour se dire, OK, voilà ce qui se passe, voilà où je dois aller, voilà comment je vais aller, l'expliquer aussi, ce qui est très important, à son client en face, et lui dire voilà comment on va résoudre le problème. Une fois qu'on a fait ça, quelque part, il y a un moment donné, on fait redescendre la pression. Et si on n'est pas capable de gérer cette pression au quotidien, c'est vrai que ça peut devenir délicat et difficile dans notre métier. Ouais, donc une vraie compétence quand même à acquérir. Donc
tu disais presque 8 ans passés à Sciences Po, puis tu bascules chez LVMH après simplement un cabinet de chasse de tête qui te contacte, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ce qui, malgré tout, n'est pas si courant, ça t'a surpris ou pas ? Oui, ça m'a surpris parce que d'abord, c'était quelle adéquation on pouvait trouver entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde du luxe. Voilà. Et puis, moi, le monde du luxe, c'est un monde que je connaissais, mais alors absolument pas. Donc, à un moment donné, on peut se dire, oui, mais pourquoi moi ? Voilà. Et quelque part, en fait, quand je parlais tout à l'heure de gestion d'un parc d'attractions, une grande école et renommée, voilà. Mais je pense que je l'ai assez vite compris aussi en arrivant chez LVMH. C'était aussi de rechercher quelqu'un qui avait cette capacité peut-être à pouvoir s'adapter à un environnement qui peut être mouvant et changeant de façon très rapide. C'est peut-être ce côté caméléon dont je parlais tout à l'heure. Être capable de s'adapter aussi à son auditoire, à la personne qu'on a en face de soi. Voilà, à Sciences Po, je pouvais avoir des discussions avec des étudiants, avec des prestataires, avec d'éminents professeurs des universités. Le président de Sciences Po. Le président de Sciences Po, voilà. Mais aussi avoir des négociations parfois, parce qu'il y avait un côté très protocolaire. On recevait des présidents d'États différents. Voilà. Et donc, je pense que c'est peut-être ce qui a intéressé à un moment donné LVMH. Après, ok, il y a la connaissance technique du métier, mais c'est comme partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des prestataires, qu'on est en maintenance, qu'on est en audiovisuel ou d'autres, tout le monde sait installer un écran, tout le monde sait changer un filtre, une lumière, passer un coup de balai. Maintenant, avoir cette intelligence quelque part sociale de comprendre qui est le client, qui on a en face de soi et comment est-ce qu'on va offrir quelque part le meilleur service, c'est ça qui est le plus important dans notre métier. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ça que LVMH cherchait, c'était quelqu'un qui était capable de s'adapter à ces différents environnements, et puis aussi c'est un métier où en tout cas un monde chez LVMH où on peut avoir des directeurs artistiques en face de soi avec des demandes très particulières, avec des DG, voilà, donc des profils qui effectivement sortent de l'ordinaire. Oui, peut-être il y avait ça aussi. Et puis il y a cet accompagnement au changement, tous ces projets immobiliers, environnement de travail, de plus en plus. Ces dernières années, c'est évident, mais ça fait déjà quelques années qu'on le dit, mais ils embarquent des changements importants dans l'entreprise, beaucoup plus structurels qu'on imagine. Et donc, il faut être aussi en capacité d'accompagner le changement. J'imagine tout au long de ces années, tu as observé l'évolution de la fonction. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution de la fonction ? Je pense qu'on est passé d'une fonction très logisticienne à une fonction sur mesure et une fonction effectivement, tu viens de le dire, d'accompagnement au changement. On est alors à l'heure de la digitalisation et de tout ce que l'on peut évoquer aujourd'hui de capteurs ou autres. Je pense que une direction de l'environnement de travail, services généraux, on lui donne le nom qu'on veut, mais en tout cas cette direction-là, elle est là aujourd'hui pour être une fonction support au développement de l'entreprise. On n'est pas une fonction stratégique, clairement pas. En revanche, on est un rouage effectivement très important dans l'accompagnement et le développement de cette entreprise. Au même titre que la direction des ressources humaines qui a énormément évolué, il y a 25-30 ans, c'était de la gestion de fiches de paye, voilà, très clairement, et pas autre chose. Aujourd'hui, on est sur la gestion des talents, sur de l'accompagnement du développement de l'entreprise, sur de la communication aussi, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, ou autre, marque employeur. Voilà. Donc tous ces sujets-là, quelque part, ont besoin à un moment donné d'un appui qui peut être technique, qui peut être pratique et autres. Et la direction de l'environnement de travail et des services généraux se positionne sur ce créneau-là très clairement. Et notre objectif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est d'apporter des outils qui vont permettre à cet accompagnement au changement de pouvoir se mettre en place. Voilà.
Et donc, c'est de comprendre un petit peu de quoi vous avez besoin, où est-ce que vous voulez aller. Très bien. On va, dans ce cas-là, mettre en place un changement d'organisation du travail. Est-ce que ça va être une organisation en flex? Est-ce que ça va être une organisation de création ou autre? Parce que au sein de cette direction, on a besoin de plus d'espace créatif. Voilà. On ne peut pas être sur des espaces de travail qui soient normalisés aujourd'hui. On est obligé de s'adapter quelque part au métier, et même au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années fleurir l'open space, le flex pour tout le monde. Malheureusement, on le voit bien, les métiers ne peuvent pas aujourd'hui, tous effectivement, en tout cas, s'intégrer quelque part dans ces nouvelles organisations. Une direction juridique, avec des juristes M&A ou autres, ne peuvent pas travailler dans un open space comme pourrait le faire éventuellement une direction du digital ou une direction des systèmes d'information. Voilà. Donc l'espace de travail doit s'adapter au métier. Voilà. Compris. Tu me disais aussi que l'aspect réglementaire s'était renforcé. Est-ce que tu as eu une sorte d'impression d'inflation réglementaire autour justement de l'immobilier, de l'environnement de travail, ressources humaines, justement des projets que tu as amené à mener? Je ne sais pas si... alors, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas une inflation de la réglementation. Il y en a une, je pense qu'elle est aujourd'hui plus cadrée, elle est nécessaire. Notre rôle, très clairement, aujourd'hui, il est d'accompagner les maisons sur ces sujets-là. D'abord parce que, oui, il y en a un peu plus, et aujourd'hui, une maison en maroquinerie ou autre qui gère des boutiques, de par sa taille, n'a pas forcément la capacité et les moyens de pouvoir centraliser, intégrer toutes ces nouvelles normes de sécurité, toutes ces nouvelles normes de sûreté et autres. L'objectif aujourd'hui d'LVMH Workplace Management, c'est de pouvoir justement mettre en place des systèmes simplificatifs, en tout cas pour les maisons, de ces nouvelles règles, et d'être en alerte pour elles, et de leur dire, voilà, aujourd'hui, votre structure, elle répond bien effectivement à ces nouvelles réglementations, ou alors elles ne sont pas dedans, et voici les actions que vous avez à mettre en place, très clairement. Voilà. Mais oui, il y a... Je ne sais pas s'il y a une inflation, en tout cas il y en a un peu plus, très clairement, mais elles sont nécessaires. Quand on le voit, il n'y a pas de choses qui soient choquantes. Un mot sur tes enjeux du moment. On en a évoqué quelques-uns, mais peut-être celui qui te vient en tête en tout premier. On a... je pense que on est aujourd'hui à la croisée des chemins. Enfin, on a vécu un grand changement avec la période Covid, la mise en place du télétravail. Donc, je pense qu'on se cherche un petit peu sur ces sujets-là. Il y a eu une très forte accélération. Grâce, on met le terme qu'on veut, au Covid, mais en tout cas, ça a permis de faire évoluer fortement les mentalités et les craintes ou non que l'on pouvait avoir sur la gestion du télétravail, sur la capacité aussi des entreprises à pouvoir mettre en place des process qui pouvaient permettre de gérer facilement ou non le télétravail. À nous, effectivement, direction support, au même titre que la DSI a pu le faire sur les outils informatiques ou autres, d'apporter des solutions techniques, pratiques aux entreprises pour que ça fonctionne correctement. Je pense que l'enjeu dans les années à venir va être quelque part de stabiliser un petit peu tout ça. On s'est cherché, certaines entreprises ont mis 2, 3, 4 jours, 5 jours de télétravail, enfin peu importe, par mois, par semaine. Voilà, on l'a vu sur certaines, à 5 jours par semaine, ce qui était assez étonnant. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le soufflet va un petit peu revenir. Il y a un retour d'expérience qui est en train d'être pris en compte, et on va pouvoir quelque part stabiliser les choses. Ta vision, c'est quoi d'ailleurs? Il y a certains... J'ai vu une étude récemment qui disait où les grands dirigeants, certains, je ne sais plus combien, la moitié, 1 sur 2, je ne vais pas dire de bêtises, disent on ne parlera plus de télétravail d'ici 3 ans. Toi, tu vois un retour complètement en arrière comme ça? Non, il n'y aura pas de retour complètement en arrière. Maintenant, je pense que... Ça doit dépendre des entreprises, mais de manière générale, je pense qu'on aura un usage beaucoup plus en adéquation avec le fonctionnement de l'entreprise.
pense que c'était une nécessité, c'est un côté plutôt intéressant. La gestion du télétravail, toutes les fonctions ne se prêtent pas au télétravail, très clairement. Maintenant, certaines fonctions s'y prêtent. Et je pense qu'à partir du moment où l'entreprise l'utilise quelque part en bonne intelligence entre le manager, le collaborateur et l'entreprise, c'est un plus très clair d'attrait pour l'entreprise ou autre. À tout niveau. Mais vraiment, tout le monde est gagnant-gagnant. Après, je pense qu'une journée, voire 2 par semaine, c'est peut-être un grand maximum, mais c'est vraiment un plus pour tout le monde. Tout le monde y gagne. Ça, c'est vrai. Mais ça nécessite, comme tu le disais, plus d'agilité, plus de flexibilité aussi pour vous. Tu me disais, je fais face aussi à une sorte de révolution de la gestion servicielle des environnements de travail. À quoi tu pensais ? Tout ça aussi, on met de plus en plus en place de services au sein des entreprises, que ce soit de la restauration, que ce soit du sport, que ce soit du pressing ou autre. Je pense que là, c'est pareil. Il va falloir trouver un juste milieu quelque part. Est-ce que la salle de sport est une bonne chose aujourd'hui au sein d'une entreprise ? Alors, quand on parle effectivement de la santé au travail, on peut se dire que oui. Forcément, quand on a une gestion peut-être plus en gestion des mètres carrés, salle de sport ou autre, temps d'utilisation dans la journée, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Là aussi, il va y avoir des choses qui vont s'adapter à un moment donné. On peut imaginer des tas d'autres choses. On a un mode de gestion aujourd'hui en France qui est ce qu'il est. Je pense que les pays nordiques ont aujourd'hui peut-être 10-15 ans d'avance sur nous. Des choses qu'on est en train de mettre en place ou qu'on découvre aujourd'hui en France ont déjà été développées, et c'est ça il y a une dizaine d'années. On parle aujourd'hui d'ouvrir certaines surfaces peut-être au quartier ou autre. Comment mieux intégrer l'entreprise au sein du quartier dans une ville ? Est-ce que demain la salle de sport peut en faire partie, ou est-ce que c'est il y a des choses qui doivent être en réflexion à ce niveau-là. Tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle, techno, c'est des choses que tu surveilles, que tu regardes ? Oui, très fortement, parce que ça va... le monde est en perpétuelle évolution. Demain, l'intelligence artificielle, ou en tout cas ce qu'on est en train de découvrir, va, je pense, révolutionner demain le service en entreprise. On le voit aujourd'hui, il y a des applications qui sont là sur de la déclaration d'incidents, sur de la recherche de services ou autre. J'ai pu assister à des démonstrations il y a peu de temps. C'est assez bluffant, puisqu'aujourd'hui, on parle à une intelligence artificielle comme on pourrait te parler, Lionel, et avoir une réponse extrêmement simple et ciblée sur l'utilisateur. Assez bluffante. Oui, c'est assez bluffant. Et ce qui est d'autant plus bluffant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, une notice de sécurité, par exemple, peut être lue par une intelligence artificielle complètement intégrée, et puis demain retranscrite de façon extrêmement claire et simple à une demande d'utilisateur. Donc aujourd'hui, on voit, il y a des tas d'applications qui sont aujourd'hui en place sur la digitalisation des espaces de travail. Je pense que demain, ces applications-là, elles vont devoir suivre cette évolution. Et comment est-ce que ça va pouvoir s'intégrer, en tout cas pour l'utilisateur, ça va être extrêmement intéressant. Et puis ces intelligences artificielles qui répondent, on a des voix qui sont extrêmement robotiques, si je peux m'exprimer ainsi, et puis il y en a d'autres qui sont d'une fluidité bluffante, voilà, comme on est en train de se parler. C'est vrai. C'est vrai. En t'entendant, je me disais flexibilité, évolution de la gestion servicielle, digitalisation, etc. Comment est-ce que tu observes le mouvement du développement, le développement du bureau opéré, ces surfaces et ces immeubles entiers qui en fait sont pris à bail, aménagés, exploités par un opérateur pour le compte d'un seul client. Comment est-ce que tu vois ce phénomène ? Alors, d'abord, ce que j'observe aujourd'hui sur les quelques bureaux opérés que j'ai pu rencontrer, les espaces sont effectivement très, très intéressants. Il y a énormément de services qui sont mis en place derrière. Et il y a un besoin de connaissance, en tout cas du client, qui doit être là. D'un pur aspect financier ou autre, ça peut être très intéressant aujourd'hui pour une entreprise, puisque quelque part, c'est un budget mensuel, trimestriel, peu importe la facturation, mais on sait globalement ce que ça va nous coûter et jusqu'où on va aller. On peut parler, on a une problématique aujourd'hui
dans le monde de l'immobilier, qui est le temps long associé à un bail. Oui. Et aujourd'hui, quand on recherche une nouvelle surface, forcément, on vient se greffer à un bail commercial, 3, 6, 9, voire plus. Donc derrière, comment est-ce qu'on va aménager ces surfaces, quel investissement on va pouvoir faire. Et puis, à un moment donné, l'entreprise va évoluer, soit de façon exponentielle vers le haut, elle peut aussi chuter à un moment donné, avoir moins besoin de surface ou autre. L'avantage du bureau opéré, quelque part suivant la négociation qu'on peut en faire, c'est que on peut avoir une flexibilité assez simple de la gestion de ces surfaces. Voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est effectivement très intéressant. Après, il faut quelque part aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a bureau opéré et bureau opéré. Certaines marques, certaines maisons aujourd'hui ont besoin d'avoir une identité extrêmement forte au sein de leur bureau. Est-ce que le bureau opéré va pouvoir aller jusque-là ? Oui, ça peut être effectivement de temps en temps un frein ou non. Certains le font, très clairement. Certains le font un petit peu moins. Voilà. Après, voilà, je pense que c'est en tout cas un service qui commence à arriver à maturation. Il y a encore des choses qui sont à améliorer. Et puis après, il y a des niveaux de prestation de service. Voilà, jusqu'où on veut pousser le curseur. Et ça, c'est très intéressant. On l'a vu dans les espaces de coworking, avec des prestations qui peuvent être complètement différentes en termes de niveau de prestation. Je pense qu'on l'aura demain sur le bureau opéré. Dernière question. On va essayer de se projeter un peu, Grégory. Comment tu vois évoluer ta fonction ? Voilà. De workplace management, dans la direction d'environnement de travail, appelons-le comme on veut, dans les années qui viennent. En fait, je pense que je t'aurais répondu de façon différente il y a 1 an et demi avant de mettre en place LVMH Workplace Management. Aujourd'hui, ma fonction telle que je la conçois et dans la structure aujourd'hui que je dirige, on est un véritable support, en tout cas à l'accompagnement et au développement de nos maisons. Donc l'avenir, il est plutôt bon, il est plutôt intéressant et il est extrêmement dans le sur-mesure. Voilà, ce qu'on fait beaucoup dans le monde du luxe chez LVMH. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va devoir s'adapter quelque part à l'ensemble de nos clients. Et quand je dis nos clients, c'est les maisons. Et quelque part, on a du B2B et du B2C. Il y a effectivement les maisons telles que toi, tu les vois dans les boutiques, dans les rues, mais aussi, on a aussi énormément de structures aujourd'hui qui sont là en accompagnement, support pour l'ensemble des maisons, des fournisseurs, que ce soit sur des matières premières, que ce soit sur des produits finis ou d'autres. Et on travaille aujourd'hui, nous, pour ces structures-là aussi. Donc le marché, il est là, il est plutôt radieux. Après, sur la fonction en tant que telle au sein des entreprises, je pense qu'il va y avoir une adaptation forcée justement demain à la gestion de ces surfaces, comment va se présenter le bureau opéré, quel va être demain l'intégration de ce service au sein de l'entreprise. On l'a vu avec le FM Global, le FM Total, il y a eu des adaptations, ça a été très cyclique, mais on a vu des entreprises qui ont totalement mis ces prestations en extérieur, d'autres qui l'ont gardé, d'autres qui ont eu juste un pilote. Donc je pense que c'est à voir. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a beaucoup d'opérateurs qui se positionnent aujourd'hui, en tout cas en France, ça c'est très clair. Donc à voir, mais après il y a un point qui est important, ce que je te disais tout à l'heure, en tout cas c'est l'adaptabilité et la compréhension du métier, du monde de l'entreprise tel qu'il est. Et je pense que ça, aujourd'hui, si on ne connaît pas bien l'entreprise en son cœur, sera difficile de développer des services qui sont adaptés à celle-ci. Donc, mon métier en tant que tel, il a un avenir très clair. Une direction de plusieurs personnes au sein de l'entreprise, là, ça pourrait effectivement la question pourrait se poser. La maîtrise d'usage. On en reviendra, on pourra en reparler de cette fameuse maîtrise d'usage. Merci beaucoup, Grégory, pour cet échange, ce partage d'expérience et de réflexion sur ta fonction. Je rappelle que tu es directeur Workplace Management chez LVMH. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. À bientôt.
Merci Lionel. À très bientôt. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.